Bien, bonne soirée à tous. Donc, je suis Françoise Lejeune, je suis co-animatrice de ce séminaire Perspectives transaméricaines pour l'Institut des Amériques en partenariat avec l'ENS. Quelques mots sur l'Institut des Amériques. C'est un institut qui rassemble en France les chercheurs qui travaillent sur les Amériques en général, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et donc, vous pouvez consulter notre site web en ligne, consulter aussi les différentes vidéos sur YouTube, YouTube Institut d'Amérique, qui ont été produites dans les années précédentes de nos séminaires. Donc, des séminaires qui ont lieu à peu près tous les mois. Le lancement le premier séminaire a eu lieu le 26 septembre en présentiel et tout au long de l'année, donc nous aurons à peu près tous les mois, même si l'année prochaine fois ce sera le 5 décembre, un séminaire qui est entièrement donc en ligne. Le principe est vous n'allez pas pouvoir intervenir directement, mais de poser vos questions à la fin. Je vais y revenir dans quelques minutes. La thématique de cette soirée, donc c'est une question qui est en lien avec l'agrégation externe d'anglais, ce qui explique sans doute les nombreuses connexions. Donc, bienvenue à tous. Nous allons donc discuter des relations États-Unis-Amérique latine. Nous avons invité deux chercheurs spécialistes et de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, donc qui vont dialoguer entre eux. C'est le principe donc des séminaires Perspectives transaméricaines. On choisit une question, on compare les points de vue des deux chercheurs et puis ensuite on discute. Donc, dans la première partie, mes deux camarades ici présents, donc Isabelle Vagnoux et Olivier Compagnon, vont présenter leur point de vue sur la question, puis ensuite, ils dialogueront ensemble et si je suis seule à animer, ben, j'animerai le débat entre vous deux et puis je prendrai les questions dans le chat. Si entre-temps, ma collègue Cléa Fortuné arrive à se connecter, elle reprendra la main. Donc, dans le chat, nous vous demanderons de poser vos questions, mais plutôt vers la fin. Ne vous lancez pas tout de suite, hein. Gardez-les à l'esprit et puis progressivement, au moment où on lancera le débat, vous pourrez à ce moment-là poser des questions. Évitez peut-être d'être trop centré sur un des points. Essayez d'avoir une perspective, enfin de faire dialoguer aussi les deux participants pour que ce soit plus intéressant pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, en ce qui me concerne. Je vais donc céder la parole à mes deux invités ce soir. On va commencer par Isabelle Vagnoux. Merci beaucoup, Françoise. Ça sera très rapide. Je suis donc Isabelle Vagnoux, professeure des universités à Aix-Marseille, spécialiste de politique étrangère américaine, états-unienne, pardon, notamment des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, ces relations dans tout leur ensemble, c'est-à-dire à la fois purement diplomatiques, mais aussi migratoires, etc. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Olivier Compagnon, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle, dans un département qui s'appelle Institut des hautes études de l'Amérique latine. Je suis aussi rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Cahiers des Amériques latines. Et autour des thématiques qui nous intéressent aujourd'hui, j'ai notamment travaillé sur l'Amérique latine pendant la Première Guerre mondiale. J'y reviendrai très rapidement, même si c'est hors programme dans mon intervention tout à l'heure, parce que les États-Unis sont très présents en ce moment-là, exactement. En particulier, j'ai coordonné un numéro de la revue Relations internationales en 2009 sur l'Amérique latine dans les relations internationales. Et je suis en train d'achever, enfin j'espère en tout cas, une biographie de Salvador Allende qui met donc en jeu quelque chose de très actuel, ça n'a pas dû vous échapper, le 11 septembre 1973, dont on vient de commémorer le 50e anniversaire. Et évidemment, c'est une manière aussi de réinterroger la relation États-Unis-Amérique latine. Donc, je crois que nous avons 20 minutes chacun, donc je vais essayer de tenir les temps. Euh, En commençant d'abord par quelques réflexions sur l'intérêt de cette question d'agrégation pour le monde d'aujourd'hui au sens large, le monde contemporain. Alors, le premier point, c'est l'intérêt du concept de Western Hemisphere,
qui historiquement a été très critiqué. Nombre d'historiens disent, mais en fait, il n'y a pas d'unité au sein des Amériques. Chacun est très différent, même au sein de l'Amérique latine, il y a de fortes dissensions entre les pays, il y a des différences radicales par rapport aux États-Unis aussi, mais quand même, c'est un concept qu'on retrouve chez les dirigeants états-uniens très régulièrement. Dans tous les discours officiels, on trouve ce concept de Western Hemisphere, c'est-à-dire du Canada, qui ne fait pas partie de notre programme, jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, vu comme une entité et non pas comme une série de pays. Et donc, cette entité, c'était intéressant de la questionner et de voir un petit peu ce qu'il en était. C'est aussi pour les États-Unis un intérêt de sécurité nationale. Depuis la doctrine de Monroe, 1823, on fête les 200 ans là, au mois de décembre, il y a ce concept que toute attaque contre un des pays d'Amérique latine serait une attaque contre les États-Unis, c'est-à-dire toute attaque contre un point de cette Western Hemisphere serait une attaque contre la sécurité des États-Unis. Donc, il faut garder ça en tête. Il y a cet intérêt presque viscéral des États-Unis pour leur sécurité vis-à-vis des Amériques et de l'Amérique latine en particulier. Le Canada ne fait pas partie de notre programme et alors Françoise est canadienniste et c'est pour ça que je consacre 30 secondes au Canada. Il ne fait pas partie de l'Amérique latine d'une part et d'autre part, jusqu'à une date très très récente, pour les Américains, il faisait partie de l'Europe. Même au sein du département d'État, le Canada, pas jusqu'aux les années 80, je crois, était relié à l'Europe de l'Ouest et non pas aux républiques des Amériques. Donc ça, c'est pour ça que le Canada, on n'en parle pas ici. Par ailleurs, c'est géographiquement, on dit toujours que la géographie fait tout en histoire, et géographiquement, eh bien, les États-Unis sont séparés du reste du monde par 2 océans. Et il n'y a que avec les États des Amériques qu'ils partagent des frontières déjà et énormément de choses, de concepts, de problèmes aussi. Et plus on va près des États-Unis, c'est-à-dire la Caraïbe, l'Amérique centrale, le Mexique, qui incidemment fait partie de l'Amérique du Nord, plus on a des relations étroites, à telle enseigne qu'un ambassadeur du Mexique, à un moment donné, disait les relations entre États-Unis et Mexique ne relèvent pas de la politique étrangère, relèvent de la politique intérieure. Et effectivement, dans ce programme, vous verrez que ce soit toutes les questions intermestiques, c'est-à-dire le commerce, qui est bien entendu beaucoup plus fort avec ces régions-là qu'avec l'Argentine, par exemple. La question brûlante du trafic de drogue, la question tout aussi brûlante des migrations, des flux migratoires, la question de l'environnement, dont on ne parle pas dans le programme, mais toutes ces questions-là sont des questions qui sont à la fois des questions de politique intérieure et de politique extérieure, et elles sont très fortes dans cette région. Je le mentionne sans le développer parce que ça ne fait pas partie du programme de cette question d'agrégation, mais quand même, il faut garder à l'esprit que depuis 20 ans maintenant, depuis plus de 20 ans, depuis l'an 2000, la première minorité aux États-Unis n'est pas la minorité africaine-américaine, c'est la minorité d'origine latino-américaine. De loin, enfin, ils ont largement dépassé les Africains américains maintenant. Voilà, ça ne fait pas partie du programme, mais si vous voulez, il y a des interactions constantes entre le Nord et le Sud, entre le Sud et le Nord. Ça n'est pas unilatéral. Ce sont 2 parties. En France, on dit le continent américain. Les Américains disent les continents parce que pour eux, il y en a 2, le Nord et le Sud. Mais si on est en France, donc ce sont 2 parties du continent américain qui se parlent
qui se haïssent, qui s'attirent, et ceci depuis 2 siècles, donc au moins. Donc voilà, ce sont ces interactions qui sont intéressantes à regarder pour comprendre ce continent dans le monde d'aujourd'hui d'un point de vue géopolitique. Et la question ne recoupe pas tous les aspects, mais en recoupe quand même un certain nombre. Ce qui m'amène à parler très brièvement du choix chronologique. Alors, on m'a demandé, mais pourquoi pas uniquement la guerre froide? Alors, c'est vrai que la guerre froide occupe la majeure partie de ce programme. Il y a énormément de choses à dire. Mais le choix a été fait de commencer avant et de continuer presque jusqu'à nos jours. On s'arrête avec la fin d'Obama de façon à avoir un petit peu de recul quand même. Mais c'est très important de voir que ce qui, au niveau des gouvernements américains, a pu influencer la relation avec le Sud, ça n'est pas uniquement la lutte contre le communisme. Il y a eu d'autres choses avant et il y en a eu après. Donc ça, c'était important. C'était important aussi de voir que avant et après, il y a eu d'autres sortes de politiques de main tendue, que ce soit avec Roosevelt, que ce soit ensuite avec Clinton et Obama. Ces mains tendues ont pu être contrariées ou ne pas être aussi tendues qu'on l'aurait voulu, sachant que bien entendu chaque État, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Belize, que ce soit n'importe quel État du monde, doit défendre ses intérêts nationaux. Et donc, bon, il a pu y avoir des déceptions par rapport à cela, mais c'était très important voilà, de commencer dès 1933 et de terminer avec Obama, qui reprend d'ailleurs certains des concepts, notamment le concept de partenariat. C'est Roosevelt qui en parle en premier, et donc Obama le reprend assez fortement. Et puis, c'est aussi sous Roosevelt, c'est vrai, dans des conditions, quand on arrive à la fin des années 30, qui sont des conditions d'atmosphère de menace et ensuite de guerre, où toute la structure de défense des Amériques a été mise en place, mais aussi toute la structure bureaucratique de ce qu'on appelle aujourd'hui de soft power, c'est-à-dire tout ce qui peut influencer un autre pays, pour ne pas parler de propagande, mais dans les années 30, il fallait faire échec à la propagande nazie ou fasciste, et donc tout ce qui a été mis en place et qui sera repris ensuite pour lutter contre l'influence communiste internationale a été mis en place donc sous Roosevelt. Donc pour toutes le Southcom par exemple, qui est très important de nos jours, est né en 1943 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était important, pour mieux comprendre l'actualité, de commencer avant la guerre froide. Et enfin, troisième point, puisque Cléa, je ne sais pas si Cléa a pu nous rejoindre entre-temps, mais m'avait demandé de faire un petit focus sur Obama. Donc, il me reste 10 minutes pour cela. Alors, très rapidement, pour dire qu'au départ, Obama a changé le ton de la relation. Je dirais, pour employer un terme commercial, qu'il a changé le packaging. Avec quand même cette notion que l'image d'Obama a beaucoup plu en Amérique latine, comme elle a beaucoup plu en Europe. Je crois que 80% des Européens auraient voté pour Obama. Il n'a pas eu autant aux États-Unis, mais c'est un élément important. Le fait qu'un dirigeant soit bien reçu est important. Après, certains diplomates, pourtant qui, quelques années après, ont travaillé pour, enfin, qui à cette époque-là travaillaient pour l'administration Obama, me disaient, bon, à la réflexion, il y a énormément de choses qui existaient sous Bush aussi. Sauf que sous Bush, on n'y faisait pas attention, ou ça n'était pas bien pris, et sous Obama, tout d'un coup, c'est un peu magique, et les choses sont allées beaucoup mieux. L'Amérique latine, disons-le,
tout net, n'était pas une priorité. Il faut quand même voir que lorsqu'Obama a été élu, il y avait la nécessité de sortir de la plus grande récession aux États-Unis depuis la grande dépression de 29. Il y avait aussi pour lui la nécessité de faire passer son plan de réforme de l'assurance santé. Pour ça, il avait besoin de soutien au Congrès. C'est pour ça aussi que sa promesse d'avoir une grande réforme migratoire est passé au deuxième plan et est passé à la trappe finalement parce qu'il n'avait plus après le capital politique pour faire passer la réforme migratoire. Au plan international, il avait promis de sortir de 2 guerres, en Afghanistan et en Irak. Donc, inutile de dire que dans une Amérique latine qui était stable à l'époque, bon, il y a eu des petits problèmes au Honduras, etc., mais rien par rapport à ce qui se passait en Afghanistan ou au Moyen-Orient. Donc, c'est vrai que ça n'était pas une actualité brûlante, mais pour autant, l'Amérique latine n'a pas été négligée. Si on fait le compte des voyages, des voyages présidentiels, vice-présidentiels de la secrétaire d'État Clinton, des réceptions de présidents des Amériques, on se rend compte que l'Amérique latine est au même niveau que l'Europe, par exemple, ou que l'Asie, donc n'a pas été défavorisée. Obama a eu beaucoup de chance, ça n'arrive pas tout le temps parce que le sommet n'est pas annuel, mais 3 mois après son entrée à la Maison-Blanche, il a pu participer à un sommet des Amériques qui lui a permis de rencontrer tous les dirigeants, sauf Castro, puisque Cuba n'était pas invité. Et c'est là qu'il a pu lancer véritablement sa grande politique et son grand discours. Donc, je vous soumets juste je citerai juste 2 courts extraits. We seek an equal partnership. There is no senior partner and junior partner in our relations. Et ce que 2 ans plus tard, le secrétaire d'État adjoint chargé de l'Amérique latine, Arturo Valenzuela, rappelait en parlant de mutual partnership et de co-responsibility. Donc ça, c'est très important, ça marque l'administration Obama et notamment toutes ces réalisations. Alors, si on passe aux réalisations, elles peuvent sembler terne, si vous voulez. On n'est pas dans la guerre froide, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas non plus de grandes nouveautés, sauf à la toute fin. Mais quand même, il y a des pas et qui vont tous dans le même sens. Bon, je ferai abstraction de Cuba pour l'instant, qui vont dans le sens d'une vision holistique de la relation États-Unis-Amérique latine. C'est-à-dire que on ne résout pas le problème de trafic de drogue simplement en bombardant des insecticides voilà, ou des produits chimiques sur des plantations. Ou en enfermant les trafiquants de drogue. On ne résout pas le problème de l'immigration simplement en fermant la frontière, en renvoyant les gens chez eux, etc. Donc, cette vision holistique a consisté à prendre des mesures. Donc, c'était vrai pour le trafic de drogue très vite. Il a ajouté un segment à l'initiative de Mérida, qui était une initiative de sécurité qui avait été conclue par Bush à la demande du Mexique en 2008. Et il y a ajouté ce qu'on appelle le 4e pilier, c'est-à-dire un pilier plus humain, en mettant l'accent sur ce qu'il appelait les resilient communities, c'est-à-dire que on ne supprimera pas le trafic de drogue tant qu'il y aura de la pauvreté, tant que pour des gamins, ça sera plus intéressant pour eux de vendre de la drogue que d'aller à l'école ou d'avoir un emploi, etc. Alors, c'est un immense chantier qui pour l'instant n'a pas fonctionné, hein, disons-le tout net. Peut-être que si suffisamment de moyens sont mis à disposition et par les pays qui reçoivent aussi ces sommes, peut-être qu'au bout de quelques générations, on arrivera à quelque chose, mais en tout cas pas de résultat immédiat. Pour l'immigration, c'est sous Obama qu'en 2014, il y a eu la première caravane, l'arrivée massive de jeunes mineurs isolés.
Et c'est Biden, son vice-président, qui a été chargé du dossier. Biden qui a été d'ailleurs tout au long de la présidence, en plus d'Arturo Valenzuela pour les premières années, le monsieur Amérique latine en fait de la présidence. Et donc, qui a travaillé sur ce dossier migratoire, donc c'est intéressant il connaît bien le dossier. Et c'est pareil, donc dès l'année suivante, l'administration a proposé au Congrès, a fait passer au Congrès une stratégie pour l'Amérique centrale, mais qui se déployait là aussi sur plein de domaines, et notamment l'idée que oui, les États-Unis, enfin non, les États-Unis ne peuvent pas accueillir tout le monde, mais il faut mettre en place les conditions pour que les gens n'aient plus à quitter leur pays, ce qui est toujours une souffrance, surtout quand il s'agit de mineurs qui quittent leurs parents, etc. Donc, il fallait travailler sur la violence avec une Amérique centrale qui explose de violence. Il fallait travailler sur les conditions économiques pour offrir des emplois, etc. Donc là aussi, un chantier à très très long terme. Il faut savoir que cette mesure a été soumise au Congrès en 2015, le temps qu'elle soit votée, etc. Le Congrès avait mis des conditions, à savoir qu'il ne voulait pas que l'argent, il y avait quand même de très grosses sommes mises en jeu, aille à la corruption. Donc, il fallait que, avant toute dépense, il y a un contrôle de comment cet argent allait être utilisé localement, etc. Tout ça prend du temps. Donc, vous voyez, 2015, le temps que ça se mette un peu en place, 2016, qu'est-ce qui arrive en 2017? Monsieur Trump arrive à la Maison-Blanche et bien entendu, là, on a une autre image. Donc, ça ne fait plus partie. Mais si vous voulez, si on devait dresser un bilan de la relation d'Obama avec l'Amérique latine, ce plan sur l'Amérique centrale n'a pas pu donner pleinement ses résultats. Alors peut-être parce qu'elle était trop complexe, peut-être parce qu'il faudra peut-être 2 générations pour résoudre tous les problèmes, mais aussi parce que dès qu'il est arrivé au pouvoir, Trump a considérablement réduit les fonds, il a essayé même de les couper, à telle enseigne que le Congrès, pourtant républicain, a décidé de réinjecter des sommes de façon à maintenir quand même ce programme, même s'il a été considérablement amputé. Donc voilà, j'en termine là. Enfin, quand même un mot, j'ai 1 minute, 2 minutes pour Cuba, avec l'idée dès le départ d'améliorer les relations avec Cuba, des actions notamment pour lever les restrictions sur l'envoi d'argent, sur les voyages pour les Cubains américains. Et puis, l'avancée, si vous voulez, s'est arrêtée lorsqu'un ressortissant américain a été arrêté et est resté des années en prison, accusé d'espionnage. Et du coup, il a fallu attendre 2014-2015 que Alan Gross soit libéré pour que Obama puisse repartir vers son idée de tourner la page de la guerre froide et d'enlever un irritant de la relation entre les États-Unis et l'Amérique latine. Et ça n'était pas possible. Le Congrès aurait refusé, la nation américaine aurait refusé. Les Cubains américains qui pèsent très très lourd en Floride pour les élections, tout ça c'est important. Rien n'aurait été accepté tant que Alan Gross était emprisonné. Donc voilà, il a fallu cet acte et qui a été le point d'orgue véritablement de la politique d'Obama envers l'Amérique latine. Je m'arrête là. Merci Je passe la beaucoup. parole à Olivier. Merci Isabelle pour ce tour de force d'avoir tout fait tenir dans si peu de temps. Donc je passe la parole en effet à Olivier. Merci de rester accroché à tout ce discours-là et ensuite on passera aux questions. Merci Olivier. Vous m'interrompez, Françoise, si je suis Ouais, trop long. ok, non, D'accord? c'est bon, je ferai un petit signe, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, moi, je suis très content de participer à cette discussion sur les États-Unis et l'Amérique latine, de Lázaro Cárdenas jusqu'à Nicolás Maduro. Je commence par cette petite pirouette, si vous voulez, cette petite provocation, pour simplement mettre l'accent en guise d'introduction sur le fait qu'un simple intitulé d'agrégation sémantise déjà les choses. Quand on prend la version du sujet de Franklin de Roosevelt à Obama, en gros, on part de la Good Neighbor Policy
Et on arrive en gros au rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane, avec un immense intermède qui est celui de la guerre froide et d'une relation infiniment plus complexe. Si on prend la version formulée exactement identiquement d'un point de vue chronologique, mais depuis disons, une vision latino-américaine, donc depuis Lázaro Cárdenas, qui est le président mexicain entre 1934 et 1940, qui nationalise le pétrole mexicain en 1938 et qui met en rogne l'administration Roosevelt, jusqu'à évidemment Nicolás Maduro, le successeur de Chavez au Venezuela, qui a été l'objet de sanctions très très fortes de la part des États-Unis, on voit les choses évidemment d'emblée, intuitivement, de manière radicalement différente. Alors, je ne commence pas comme ça par goût de la provocation, mais simplement pour dire aux 269 personnes qui nous écoutent en ce moment, et qui sont probablement pour la plupart des agrégatifs d'anglais, et qui ont bien raison de penser les choses depuis les États-Unis, parce que c'est ce qu'on leur demande. Il s'agit pas, je suis pas en train de leur dire arrêtez de lire l'historio américaine et allez lire les Argentins. C'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux juste dire qu'un dialogue comme celui-là permet simplement de proposer une autre vision, un certain nombre de petits déplacements qui vont permettre de complexifier les choses pour une approche dans le cadre de la grecque d'anglais entre Roosevelt et Obama. Alors, dans les 20 minutes dont je dispose, c'est très très peu de temps, je vais développer 3 points rapides. Un premier, peut-être un peu ambitieux en 6 minutes, sur les concepts qui permettent de penser la relation entre États-Unis et Amérique latine. Le second, un certain nombre de remarques sur la chronologie générale. Et un troisième point où je développerai un tout petit focus sur la relation États-Unis-Chili pour illustrer en fait, en quelque sorte, mes 2 premiers points. Alors, premier point, quel concept pour penser la relation États-Unis-Amérique latine? De manière évidente, dans une grande partie de l'historiographie des relations internationales, et notamment dans l'historiographie produite en Amérique latine, on a eu jusqu'à la fin des années 70, au début des années 80, une domination presque absolue du paradigme de l'impérialisme états-unien en Amérique latine. Et moi, c'est ce que j'appelle une domination aveuglante. Alors, ne me prenez pas d'emblée pour un anti-marxiste basique, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. J'appelle ça une domination aveuglante du paradigme impérial, enfin marxiste de l'impérialisme. Pourquoi? Parce que, en premier lieu, elle ne rendait absolument pas compte de la complexité de la relation. On ne peut pas résumer la relation à une simple relation de domination. Et puis, d'autre part, elle était aveuglante également parce qu'elle a conduit, je prends uniquement un exemple, mais elle a conduit à la surinterprétation d'un certain nombre d'éléments qui n'avaient strictement rien à voir avec un quelconque impérialisme états-unien. Par exemple, quand toute une série de praticiens des sciences sociales en Amérique latine ont observé à partir des années 50-60 la multiplication des églises évangéliques, ça a été d'abord traduit par une déclinaison spirituelle ou religieuse du traditionnel impérialisme américain, alors qu'en vérité, c'était une logique tout à fait différente qui n'avait strictement rien à voir. À partir des années 80, on a vu une complexification de la pensée de cette relation et un rejet par de très nombreux historiens de la notion d'impérialisme, ce qui a permis de mettre à jour de nouvelles approches. C'est par exemple dans ce contexte-là que beaucoup d'historiens ont commencé à bosser sur justement la période de la politique de bon voisinage, sur l'Union panaméricaine, sur la multiplicité des échanges culturels dans un sens et dans l'autre, du nord vers le sud, mais aussi du sud vers le nord. Et c'est dans cette perspective qu'un travail qui me semble important, récent, hein, au début des années 2020, le travail de Ludovic Tournès, qui s'appelle Américanisation, une histoire mondiale, où il y a une part assez importante de considération sur l'Amérique latine, c'est encore dans cette perspective de remise en cause de la notion d'impérialisme qu'il se situe. Alors, ce qui est dérangeant, et notamment c'est ce qui me dérange dans le livre de Tournès, c'est qu'à force de vouloir se démarquer de ce paradigme daté, parce que évidemment issu d'une lecture marxiste du monde, on a vu apparaître un certain nombre de travaux, et c'est un petit peu le cas dans le livre de Ludovic Tournès quand il parle d'Amérique latine, qui à un moment donné gommaient complètement les logiques d'hégémonie. Or, on le verra un tout petit peu plus loin dans ce que je vais dire, les logiques d'hégémonie, les logiques purement impériales sont complètement à l'œuvre dans la relation à certains moments, et les nier revient à faire du révisionnisme historique. Et donc là, je vous signale, non pas pour vous imposer une manière de penser, mais juste pour vous inviter effectivement à complexifier les choses. Je vous signale par exemple un historien brésilien qui s'appelle Antonio Pedro Tota et qui a étudié au début des années 2000 la relation entre les États-Unis et le Brésil
dans le contexte très particulier de la Seconde Guerre mondiale. Et comment a-t-il appelé son livre? Il l'a appelé, en portugais, o imperialismo sedutor, l'impérialisme séducteur. Vous allez me dire, c'est un peu facile. Non, qu'est-ce qu'il essayait de restituer par cela? Qu'effectivement, il y avait une logique impériale. Que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a véritablement une occupation d'un certain nombre de bases militaires brésiliennes par les troupes états-uniennes, parce que le Brésil est le point le plus près de l'Afrique pour faire du transport de troupes, une occupation qui avait été moyennement consentie par le gouvernement Vargas, qui était au pouvoir à ce moment-là, et qui était très nationaliste et très soucieux, disons, de préserver l'indépendance du pays, mais qui avait été, dans le même temps, négocié en quelque sorte, dealé en quelque sorte, contre un certain nombre d'avantages qui revenaient au Brésil. Par exemple, hein, c'est à ce moment-là que les États-Unis concèdent des prêts considérables au Brésil pour que soit développée la première immense euh, usine sidérurgique dans l'État de São Paulo, l'usine de Volta Redonda. Et là, on voit effectivement quelque chose qui va bien au-delà d'un simple impérialisme. À un moment donné, effectivement, il y a une volonté très claire de l'administration américaine, états-unienne, d'utiliser le territoire stratégique brésilien dans le cadre de la guerre mondiale, et dans le même temps, je dirais, un désir d'Amérique. Alors là, c'est un désir financier d'Amérique, mais qu'on peut décliner dans plein d'autres domaines, qui est en jeu chez les élites politiques brésiliennes. Donc, c'est un simple exemple, et là, je n'ai pas le temps de développer davantage, mais cette idée que, à la fois, il faut sortir du paradigme brutal de l'impérialisme et en même temps ne pas oublier qu'il y a effectivement des moments qui sont des purs moments d'impérialisme, me semble, de mon point de vue de latino-américaniste, absolument décisif. Mon deuxième point, rapidement, je suis dans les temps, quelques considérations sur la chronologie. Je partage entièrement ce qu'a dit Isabelle sur l'intérêt d'avoir fait commencer le sujet, non pas en 1948, par exemple, avec la création de l'Organisation des États américains, mais avec l'administration Roosevelt et ce qu'on a appelé donc la Good Neighbor Policy. Je rappelle quand même que un élément de plus longue durée, encore, je dis pas du tout qu'il fallait faire commencer le sujet à ce moment-là, mais c'est pour que les étudiants, là encore, aient les idées claires, c'est que le vrai tournant, alors il y a plein de tournants, tu as rappelé la doctrine Monroe de 1823, il faudrait aussi rappeler la phase expansionniste qui commence au début des années 1890 vers Cuba, le Panama, etc. Il faudrait évidemment rappeler le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe au début du XXe siècle. Mais le véritable tournant dans la relation, c'est la Première Guerre mondiale. C'est le moment où l'Amérique latine bascule d'une relation commerciale et économique qui était pour presque tous les pays, sauf certains pays d'Amérique centrale et le Mexique, fondamentalement centrée sur l'Europe, à une hégémonie presque complète. Il n'y a que l'Argentine qui échappe à ça à la fin des années 30, des États-Unis en matière commerciale et financière. C'est le moment où, dans les cinémas, il y a une vogue populaire du cinéma dans les années 10 dans toutes les villes latino-américaines. En 1914, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde des films français et allemands. À partir de 1920, on ne regarde que des films américains. L'américanisation culturelle, elle commence à ce moment-là. Et je pourrais encore multiplier des exemples de ce point de vue-là. Et donc, c'est bien, je pense, que les étudiants aient ces grands éléments de chronologie, même s'ils n'appartiennent pas complètement au programme qui vous est proposé, une sorte de profondeur historique de la relation. Ma deuxième remarque sur la chronologie, et là encore, c'est purement une remarque qui vient voilà, de l'observation des sociétés latino-américaines dans ces périodes-là, c'est qu'on pense souvent les années 1950 à l'aune du tournant cubain, donc de la révolution cubaine du 1er janvier 1959. Et il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ici l'importance de la question cubaine. Hein. Tu le rappelais, quand Obama restaure les relations avec la Havane, c'est vraiment à un moment donné sortir une épine du pied de la relation interaméricaine, parce qu'il est bien clair effectivement que Cuba, ça a été un triple traumatisme, hein, le traumatisme d'un régime qui s'installe à 150 km de la Floride, tout en se soviétisant très rapidement, même si ce n'était pas le premier objectif de Castro. C'est le traumatisme de l'échec du débarquement contre-révolutionnaire de la baie des Cochons en avril 61, et puis c'est évidemment le traumatisme de la crise des missiles en 1962. Mais souvent, on a écrasé, disons, les années 50 et le début des années 60 à cause de l'importance cubaine, alors qu'il y a deux autres moments qui sont absolument décisifs de mon point de vue pour penser la relation.
Le premier, c'est la crise guatémaltèque de 1954. Alors, elle figure dans les manuels qui ont été écrits là récemment mais sur laquelle, à mon avis, il faut s'arrêter, justement par rapport à mon premier point sur l'impérialisme, parce qu'elle dit beaucoup de choses, à la fois sur ce qu'est une véritable relation impériale, c'est-à-dire que au Guatemala, qu'est-ce qu'on a? Un gouvernement démocratique qui est parvenu légalement par les urnes en 1951, une réforme agraire qui se met en route, qui n'est pas du tout une réforme agraire de type bolchevique, où il s'agit de collectiviser les terres, mais qui est une réforme agraire, entre guillemets, bourgeoise, type Révolution française, si vous voulez, qui vise à créer des petits propriétaires. Donc ça n'a rien d'une tentation communiste, mais c'est une réforme agraire qui évidemment remet en question les intérêts immenses qui avaient été construits au début du XXe siècle par un certain nombre de compagnies fruitières états-uniennes au Guatemala et dans les pays environnants, et notamment pour la United Fruit, et dont les frères Dulles sont d'éminents actionnaires, on le sait. Donc là, on voit tout se combiner, et c'est la CIA qui fait tomber le gouvernement, la CIA et des militaires guatémaltèques, qui fait tomber le gouvernement de Arbenz. Alors c'est un moment que je trouve très intéressant, parce que précisément, il nous dit bien qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main la question impériale, mais il est aussi intéressant dans ce qu'il va fabriquer pour les décennies suivantes en Amérique latine. Parce que c'est un véritable tournant pour les gauches latino-américaines qui, observant une expérience démocratique qui essaie en gros de répondre à la question de la pauvreté et des inégalités, voit qu'elle est assassinée par Washington, bascule, pour beaucoup d'entre eux, dès la fin des années 50, dans des logiques de guérilla. Ce que je veux dire, c'est que la guerre froide interaméricaine, avec tous les imaginaires qui vont avec le Che, etc., elle commence avant Cuba. Elle commence intellectuellement à partir de 1954. Et c'est, de mon point de vue, un tournant qu'il faut réévaluer dans l'histoire de la relation. Et il y a un autre moment que je trouve très intéressant et qui permet aussi de nuancer un tout petit peu la rupture cubaine, c'est la fameuse tournée de Nixon, qui est donc vice-président, en 1958 en Amérique latine, où il s'agit un petit peu de faire un état des lieux de la relation, et au cours de laquelle, à 2 reprises au moins, à Caracas au Venezuela et à Lima au Pérou, il manque de se faire lyncher par une foule de jeunes étudiants qui manifestent là leur sentiment anti-yankee extrêmement fort. Alors pourquoi elle est importante, cette tournée? C'est que là encore, bien avant l'échec que représente Cuba pour la diplomatie états-unienne, dès le retour de Nixon, le département d'État se pose la question, enfin constate, nous sommes en train de perdre l'Amérique latine. Ou du moins, nous sommes en train de perdre, alors peut-être pas toutes les opinions publiques latino-américaines, mais au moins les jeunesses latino-américaines. Et il ressort de cela toute une série de nouvelles dispositions pour relancer la relation États-Unis-Amérique latine, qui justement là vont bien au-delà de l'hégémonie impériale. Et je vais l'illustrer dans mon dernier point sur le Chili. Donc, importance de la tournée de Nixon en 58 aussi. Je termine très rapidement ce point pour dire que, pardon, excusez-moi, je suis un peu malade, pour dire que il faut laisser une place là encore importante. Ce sont des choses connues, mais je le rappelle quand même. La guerre froide n'est pas un bloc. Il faut laisser une place importante à l'administration Carter, qui est une rupture indéniable dans les séquences de la relation interaméricaine pendant la guerre froide, dans la mesure où, au fond, elle préfigure déjà le lâchage par Washington des dictatures les plus dures qui sont à l'œuvre en Amérique du Sud. Et par exemple, sans l'administration Carter, il n'est pas certain que la dictature argentine, se serait effondrée aussi rapidement qu'elle s'est effondrée en 1983, au sortir de la guerre des Malouines. Il y a quelques très bons articles qu'on trouve facilement sur Gestor sur cette question-là et qui font le point, mais c'est un moment qui a longtemps été négligé par l'historiographie et qu'à mon avis, il faut réévaluer. Et puis enfin, une dernière remarque, là, je ne développe pas du tout, mais c'est vrai qu'il faut que vous ayez ça en tête également. Lorsque Obama arrive au pouvoir, bon, je le dis de manière un peu brutale, hein, et c'est pour lancer le débat aussi, les États-Unis ont perdu l'Amérique latine depuis longtemps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, ça fait 30 ans que je travaille sur l'Amérique latine. Qu'est-ce que je vois apparaître au début des années 2000, un peu timidement, un nouvel acteur commercial, la Chine. Et on se rend compte que le Brésil, le Chili, au début des années 2000, commencent à avoir pour premier partenaire commercial la Chine et non plus les États-Unis. Vraie rupture par rapport
à ce que je disais tout à l'heure sur la Première Guerre mondiale. Le problème, c'est que 15 ans plus tard, à peu près au moment de l'administration Obama, c'est quasiment toute l'Amérique latine, à l'exception là encore du Mexique, qui est lié par d'autres relations économiques, enfin, l'ALENA à l'époque, etc., avec les États-Unis. Là, aujourd'hui, c'est toute l'Amérique latine qui a basculé quasiment commercialement vers la Chine, commercialement, mais aussi financièrement. Aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Amérique latine, c'est la Chine qui est le premier investisseur direct. Et puis, c'est frappant quand on va sur le terrain de voir que on a une multiplication d'instituts Confucius, une présence chinoise qui est à la fois une présence migratoire, une présence technique, une présence culturelle, qui explique aussi très largement que, comme tu l'as dit Isabelle, l'Amérique latine n'a pas été une priorité dans la politique d'Obama. Parce que beaucoup pensent à Washington, qu'effectivement, ça reste, disons, un espace géographique proche, hein, donc forcément avec lequel on a des relations, mais de fait, beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui que l'Amérique latine, les États-Unis sont devenus un partenaire secondaire. Et je trouve que pour penser la fin de la période, c'est une remarque intéressante. Je termine en 2 mots, ouais, je suis pas mal, sur troisième point, donc sur la relation États-Unis-Chili. Et puis c'est un peu d'actualité, hein, il ne vous a pas échappé, donc qu'on avait célébré il y a 15 jours le 50e anniversaire du coup d'État du 11 septembre 1973. Alors, je trouve que cette relation, elle illustre parfaitement justement la complexité de la relation plus générale entre États-Unis et Amérique latine. Parce qu'à un premier niveau, évidemment, on peut la penser en termes exclusivement impériaux, qui existent sans aucun doute. C'est-à-dire qu'on sait tous, et ça, on le sait parce que les archives sont déclassifiées depuis longtemps, etc., que Nixon réagit extrêmement mal, et même en disant des gros mots que je ne répéterai pas ici, à l'annonce de l'élection d'Allende en septembre 1970, et qu'immédiatement, il met en œuvre, il ordonne toute une série d'opérations de déstabilisation, d'abord en essayant entre septembre et novembre 70 que Allende ne soit pas officiellement nommé président du Chili, et puis ensuite en lançant, en s'appuyant sur toute une série d'acteurs qui sont des acteurs à la fois publics et privés, en s'appuyant à la fois sur la CIA et sur ITT, toute une série d'opérations de déstabilisation qui vont jouer un rôle absolument décisif dans le coup d'État du 11 septembre 1973. Si Allende perd à un moment donné une partie des classes moyennes qui lui donnait un appui assez fort jusqu'au milieu de l'année 1971, c'est très largement parce qu'il n'arrive plus à assurer le ravitaillement du pays. Et s'il n'arrive plus à assurer le ravitaillement du pays, c'est parce qu'il y a une grève des camionneurs soutenue par la CIA, où on sait que les chauffeurs routiers, et ça a été démontré, sont payés avec de l'argent de la CIA, ce qui leur permet de continuer la grève et donc de continuer à paralyser le pays. On peut multiplier les exemples comme ça, et tout ça conduit au 11 septembre 1973, dont je rappelle toutefois qui n'a strictement rien à voir dans son exécution avec les forces armées états-uniennes ou avec la CIA. C'est un coup d'État qui est mené par les forces armées chiliennes. Alors bien sûr, hein, on peut rappeler que lorsque Nixon dit qu'Allende est un fils de pute le 5 septembre 70, dans son bureau, il y a Agustin Edwards, le directeur de El Mercurio, le principal journal conservateur qui va faire campagne pendant 3 ans contre Allende. Mais la présence d'Agustin Edwards n'enlève rien au fait qu'il y a un acte hégémonique dans, je dirais, cette volonté d'étouffer le Chili démocratique d'Allende et quelque chose qu'on peut lire dans les termes très traditionnels d'impérialisme. Et dans le même temps, on ne peut pas du tout résumer la relation Chili-États-Unis à cela. C'est une relation qui est très ancienne. Il y a un livre remarquable qui existe malheureusement, je crois qu'il n'existe qu'en allemand et en espagnol, d'un très bon historien allemand qui s'appelle Stefan Rinke, sur le processus d'américanisation culturelle du Chili depuis les années 1920 jusqu'à la fin du XXe siècle quasiment, où il montre que bien entendu, cette américanisation culturelle, il faut la penser dans le rapport, je dirais, d'hégémonie que peuvent avoir les industries culturelles type Hollywood, hein, pour ne prendre que cet exemple, mais aussi par une véritable fascination du public, de l'opinion chilienne pour l'idéal de modernité à bien des égards, ne serait-ce que euh, la voiture qui fait irruption dans les rues de Santiago du Chili entre 1910 et 1920, l'idéal de modernité absolue qu'incarnent à ce moment-là les États-Unis. Et donc là, on retrouve la dialectique que j'évoquais tout à l'heure de l'impérialisme séducteur. Isabelle est bien placée pour savoir qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale se met en place une relation de coopération militaire très intéressante
entre les États-Unis et le Chili. Quand je dis que tu es bien placé, c'est que tu as dirigé une thèse de référence sur la question, qui est la thèse de Florian Blanc, et qui, là encore, nous permet de nuancer un petit peu une simple relation d'hégémonie de la superpuissance sur le petit pays au sud de l'Amérique latine. Surtout, comme l'a très bien montré une thèse récente, qui est la thèse de Manuel Souzarte, qui est consacrée justement à la relation États-Unis-Chili, mais sous l'angle des circulations intellectuelles et étudiantes entre la fin des années 50 et le début des années 1970, le tournant de la visite de Nixon en 58 que j'évoquais tout à l'heure stimule une nouvelle politique, par exemple, de coopération universitaire et étudiante de la part de Washington, dont le Chili va être une cible toute particulière. Et l'idée, c'est quoi? C'est il ne faut pas qu'on perde la jeunesse chilienne. Donc, on va mettre en place des programmes d'échange. On va les faire venir dans diverses universités des États-Unis pour leur montrer que nous ne sommes pas le monstre que le sentiment anti-américain qui existe depuis au moins José Martí à Cuba à la fin du 19e siècle semble décrire. Et on va essayer donc de mettre ça en place. Exactement dans la même période, on a l'Alliance pour le progrès. Vous connaissez tous l'Alliance pour le progrès, tous les manuels en parlent, etc. Mais l'Alliance pour le progrès, c'est quelque chose de très intéressant. Souvent, on résume l'Alliance pour le progrès au Chili en disant que grâce à cet argent, grâce à cette coopération, les États-Unis ont financé massivement la campagne démocrate chrétienne d'Eduardo Frei en 1964, évitant ainsi une élection d'Allende en 1964. C'est vrai, ils ont complètement arrosé le Parti démocrate chrétien, et ça sans doute c'était un facteur important de la victoire de Frei. Mais dans le même temps, l'argent de l'Alliance pour le progrès permet de financer la réforme agraire de 1967. Ce même gouvernement Eduardo Frei, qui à un moment donné souhaite éviter le communisme, comme Washington, et qui se dit qu'une des manières d'éviter le communisme, c'est d'essayer de réduire ses bases sociologiques et de lutter un petit peu contre, je vais terminer Françoise, et de lutter un petit peu contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que cette loi de 1967, qui est très largement permise par des crédits de l'Alliance pour le progrès, est précisément celle dont va s'emparer Allende quand il va arriver au pouvoir, pour mener ensuite une réforme agraire infiniment plus radicale. Et là, on voit donc la complexité d'une relation qui peut parfois être une relation de co-développement, en, en, en quelque sorte, et donc qu'on ne peut pas réduire, comme je le disais, à la simple logique impériale, même si on n'oublie pas qu'il y a toujours des logiques impériales. Comme j'ai dépassé mon temps, je m'abstiens de conclure et j'aurai le temps de dire ce que j'allais dire en conclusion dans la discussion. D'accord, je vois que Merci tout pour ça votre est attention. planifié. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Isabelle. Donc les étudiants qui écoutent et les collègues aussi qui sont connectés, vous voyez que un beau travail d'historien, hein, d'une double perspective sur une chronologie qui est riche en lecture pour ceux qui ont le temps bien évidemment de lire cette double historiographie. Nous avons été rejoints par Cléa Fortuné, Cléa qui est la discutante et qui a préparé quelques questions avant de passer la parole à la salle. Donc, Léa est maître de conférence en études américaines à l'Université Sorbonne Nouvelle. Elle a travaillé pour sa thèse, mais aussi pour ses recherches plus globalement sur le lien États-Unis et Mexique, et notamment sur les questions de sécurité et de flux migratoires. Et puis, vous allez retrouver le nom de Célia Fortuné et de Marie-Laure Mallette attachés à la publication qu'elles ont dirigée pour Ellipse sur la question d'agrégation. Donc, Cléa enseigne également, elle va venir à Nantes notamment, mais je sais qu'elle est dans plusieurs établissements. Donc, merci Cléa de nous avoir rejoints. Je te laisse la parole pour lancer un échange entre nos deux grands chercheurs, grands spécialistes du sujet. Oui, merci beaucoup Françoise, merci Olivier et Isabelle pour ces interventions. Une première question pourrait porter sur voilà, les relations entre États-Unis et Amérique latine qui sont souvent considérées comme asymétriques. Et vous avez parlé d'hégémonie, d'impérialisme hégémonique, mais une hégémonie qui a été remise en question, comme vous l'avez dit Olivier, dans certaines thèses, la remise en question de la toute-puissance des États-Unis. Je voudrais revenir justement sur la part d'initiative des pays latino-américains. Quelle est leur part d'initiative pour justement voir cette relation autrement que par des États-Unis tout-puissants et des pays latino-américains qui seraient sous influence des États-Unis. Cette part, elle est évidente.
C'est-à-dire qu'il y a un protagonisme de toutes les parties, alors plus ou moins affirmé évidemment selon les cas. Les exemples absolument classiques, c'est les exemples de la période de la politique de bon voisinage au sein de l'Union panaméricaine. Contrairement à ce qu'une certaine lecture de l'histoire de l'Union panaméricaine dans ces années-là a pu donner, justement, en disant oui, ça n'a été qu'un instrument de l'expansion culturelle et intellectuelle des États-Unis vers l'Amérique latine, bien au contraire. Les élites politiques et intellectuelles de l'Amérique latine se sont emparées de cet outil comme ils avaient pu s'emparer de l'Institut international de coopération intellectuelle, qui était une structure qui dépendait de la SDN à Genève dans les années 1920, pour le mettre au service de leur propre diplomatie culturelle. Et c'est autour, par exemple, de toute une série. Alors ça, je vous renvoie, par exemple, pour ceux que ça intéresse, à la thèse désormais bien connue, qui a été présentée d'ailleurs dans un séminaire de l'IDEA, de ma collègue Juliette Dumont, sur les diplomaties culturelles chiliennes, argentines et brésiliennes dans les années 30, et qui montre ça extrêmement bien. On n'a pas un personnel diplomatique latino-américain qui, en gros, serait à la botte de Washington. Bien au contraire. Alors évidemment, ça dépend des périodes. C'est-à-dire que la marge de manœuvre des diplomates latino-américains est limitée. Lorsque, au sein de l'OEA, surgissent toute une série de protestations après juin 54, donc après le renversement de Arbenz au Guatemala, là, effectivement, il y a des travaux qui existent là-dessus. Le protagonisme, comme on dit depuis l'espagnol, des acteurs latino-américains est extrêmement limité. Dans d'autres périodes, il peut être très fort. Et puis après, évidemment, en 20 minutes, on est obligé de parler un peu à la serpe, mais il faut toujours insister, et Isabelle l'a fait au début, sur l'extrême diversité de l'espace latino-américain. Alors, c'est lié à la géographie. C'est certain que le Mexique n'a pas la même relation avec les États-Unis parce qu'il est frontalier que l'Argentine, l'Uruguay ou le Chili. Mais il y a après aussi des choix politiques et historiques qui ont pu être faits. Par exemple, le Brésil. Et là, je réponds aussi pleinement à votre question, Cléa. Le Brésil, en 1902, qui est dans une très forte rivalité avec son voisin argentin. Il y a une sorte de dispute pour l'hégémonie en Amérique du Sud. Observe le voisin argentin qui ne cesse de taper sur l'expansionnisme états-unien qui est à l'œuvre depuis 1898, Cuba, sécession panaméenne, occupation du Nicaragua, d'Haïti, enfin bon voilà, etc. Toutes ces occupations politiques du Mexique et tout ça. Et là, fait le choix stratégique, c'est le baron de Rio Branco qui est le ministre des Relations extérieures brésilien à ce moment-là, on est en 1902, fait le choix stratégique de devenir un allié, l'allié, peut-être pas le représentant, mais en tout cas l'allié privilégié des États-Unis sur le continent sud-américain pour essayer justement de construire une hégémonie régionale dans une relation d'amitié durable avec Washington. Donc évidemment, il y a un protagonisme des acteurs latino-américains et c'est ce qui rend la question de la grecque difficile d'ailleurs. Parce qu'au fond, non, mais bien sûr, c'est ce qui la rend, à mon avis, difficile. C'est que ça demande à des étudiants qui sont censés être d'abord des spécialistes des États-Unis, au fond, d'aller connaître non pas un autre pays, l'Argentine ou le Brésil, mais de pouvoir puiser des exemples éventuellement dans 20 pays, ou un peu plus si on compte toutes les îles des Caraïbes. Donc c'est ce qui complexifie la chose. Pas trop. Pour les rassurer tout de suite, je crois qu'on sera très, très, très indulgent vis-à-vis de mes connaissances vers l'Amérique latine. Merci pour vos réponses. Et pour faire le lien avec justement ces réponses, il y a une question dans le chat qui demande si le concept de néo-impérialisme serait pertinent dans le cadre de ce sujet. Bah, je te laisse répondre, Olivier. Alors, pourquoi Néo? Faudrait qu'on puisse parler ensemble. Pourquoi Néo? Non, mais vraiment, hein, je suis très sérieux dans ma réponse. Alors, je laisse la personne répondre peut-être dans le chat. Mais en tout cas, je pense que c'est une position, si je me trompe pas, qui est différente entre Isabelle et Olivier sur la question justement d'impérialisme. Parce que Isabelle, si vous me stoppez si je me trompe, mais vous aviez mentionné qu'on ne peut pas parler d'impérialisme au-delà de la fin du 19e, début du 20e siècle. Olivier, c'est pas la même, vous n'utilisez pas le même courant de pensée. Donc, comment est-ce que vous justifiez cette utilisation des concepts entre impérialisme, néo-impérialisme ou hégémonie?
Hégémonie, oui, évidemment. Encore que Olivier l'a souligné à propos de Vargas au Brésil, et ça a été souligné là depuis, je sais pas, une trentaine d'années, régulièrement par de nombreux chercheurs états-uniens, mais qui travaillent beaucoup sur les archives latino-américaines, à savoir que on se rend compte que les latino-américains savent très très bien utiliser les États-Unis, l'argent des États-Unis, l'aide des États-Unis, etc. Donc la notion d'impérialisme, c'est vraiment une domination totale et elle n'existe pas totalement. Il y a toujours, Olivier parlait de delay à propos de Vargas, il y a toujours cela. Et même si on reparle du Guatemala, bon, c'est vrai que ça a tout d'un acte, disons, impérialiste, mais en même temps, on ne peut pas minorer non plus la responsabilité de l'oligarchie guatémaltèque qui était vent debout contre cette réforme agraire qui allait la déposséder de ses terres et qui a elle aussi, un petit peu comme Edwards pour le Chili, qui elle aussi est allée à la rencontre de la United Fruit, des Américains, etc. Donc, c'est jamais total. L'impérialisme, enfin, moi j'ai beaucoup étudié quand j'étais étudiante l'impérialisme britannique en Inde. Il n'y avait pas beaucoup d'interactions, hein. Là, alors, on est dans l'impérialisme, effectivement, en 1898, au début du XXe siècle, aux Philippines, jusqu'à ce que Roosevelt leur rende leur indépendance. Mais en dehors de cette période de cela, on est dans une relation il y a un sociologue latino-américain qui appelle ça un partenariat inégal entre partenaires inégaux. Oui, c'est complètement inégal, d'où le sens d'hégémonique. Est-ce que c'est impérialiste pour autant, vu quand même le, comment dire, la responsabilité, mais aussi le jeu des oligarchies latino-américaines. Il ne faut jamais oublier les oligarchies latino-américaines. Euh, on est entre des gens qui discutent entre eux. Alors, si on appelle impériale une relation entre une puissance dominante et des classes dominantes, c'était un peu ce que voulait dire la théorie de la dépendance, hein. Oui, Oui, mais enfin, si je peux me permettre, c'est aussi ce que dit le marxisme, hein. C'est-à-dire que l'impérialisme, c'est quoi? C'est à un moment donné l'imposition d'une hégémonie extérieure avec la complicité des classes bourgeoises intérieures. Et donc, on est dans une définition ultra canonique de ce qu'est l'impérialisme. Alors, je reviens sur ce que tu disais, tout à fait d'accord sur le Brésil. C'est infiniment plus compliqué. C'est un deal. Enfin, le Brésil n'est pas le Guatemala. Euh, enfin, je serais quand même curieux de savoir comment se passerait une conférence de ta part à Guatemala Ciudad si tu allais raconter ça. Effectivement, tu as raison. Les grands propriétaires terriens, cette histoire est parfaitement connue en plus maintenant. Toutes les archives sont déclassifiées, etc. Les grands propriétaires terriens guatémaltèques ont à la fois organisé le coup d'État avec des acteurs de la CIA, avec divers acteurs américains, d'ailleurs des acteurs privés américains, etc. Et l'ont applaudi. Voilà. Il n'en demeure pas moins que c'est pour moi un acte impérial et que, enfin, que le nier me semble très dangereux. Que le nier me semble très dangereux et je vais te dire pourquoi. Excusez-moi de prendre une minute là-dessus. C'est que moi, je viens de travailler beaucoup sur le 50e anniversaire du 11 septembre 73. Et là, il y a une petite musique qu'on entend au Chili depuis 3 ou 4 mois, qui est produite par des intellectuels conservateurs, mais dans un contexte qui n'est pas anodin, qui est un contexte de renforcement politique très très fort de l'extrême droite chilienne actuellement, où la principale cause du coup d'État chilien, aujourd'hui dans le débat intellectuel, c'est les impasses de la gauche. Donc, à un moment, ce qui me semble être du révisionnisme historique pur et simple. Et qu'à un moment donné, il faut pouvoir rétablir, d'ailleurs, ce qui est le consensus historique international. Il n'y a pas de débat entre les historiens qui bossent sur le Chili, qu'ils soient chiliens ou extérieurs, sur les causes du coup d'État. Sans doute que les divisions de la gauche chilienne
ont affaibli le gouvernement et ont favorisé ou accéléré le processus. Enfin, le coup d'État, il a deux causes fondamentales. C'est la déstabilisation lancée par les États-Unis à partir de septembre 70, et c'est ensuite, effectivement, l'action de toute une série de forces d'opposition locales qui vont depuis toute une série de parlementaires jusqu'à des acteurs économiques en passant par une partie de l'opinion chilienne qui, à un moment donné, occupe la rue contre l'unité populaire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette tendance à minorer euh, à la fois la présence et la capacité de déstabilisation et de démocratie me semble enfin, dangereuse, littéralement dangereuse aujourd'hui. Et je sais qu'on n'est pas d'accord parce qu'on euh, on a déjà parlé de ça une fois. Et peut-être que tout simplement, c'est parce qu'on regarde les choses à la fois depuis des sources différentes, depuis une historiographie différente et depuis tout simplement un point de vue différent. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je regarde plutôt les choses depuis le sud et toi depuis du nord, et peut-être depuis le nord. C'est peut-être ça qui change les choses. Et pour les années 50, je voudrais quand même souligner, alors pour les agrégatifs d'anglais, un phénomène, alors c'est de la psychologie, c'est tout ce qu'on veut, mais quand même, ça a beaucoup compté. 1954, on est à la fin de l'ère macartiste. Cette ère de terreur véritablement aux États-Unis où était nommé X, Y ou Z pour être un espion soviétique ou à la solde de l'URSS, etc. Et politiquement, c'était très très difficile pour un gouvernement quand on lui répétait, alors à tort ou à raison, mais bon, quand on lui répétait, et il ne faut quand même pas oublier que la secrétaire personnelle d'Eisenhower était la femme d'un des dirigeants de l'UFC, donc il y avait une petite musique extrêmement proche, quand on lui répétait tout le temps que le communisme était en train de s'établir aux portes des États-Unis. 5 ans auparavant, les mêmes républicains avaient reproché à Truman d'avoir perdu la Chine. Donc, politiquement, une administration républicaine à cette époque-là, vu le contexte de peur, panique, maintenant, on dit mais comment c'est possible? Mais bon, il faut regarder ce qui se passait à l'époque. C'était extrêmement difficile pour une administration de, de ne pas faire quelque chose. Alors, surréagit, on est d'accord sur tout le fait qu'il y ait eu finalement, enfin, l'UFC a très très bien joué. Ils ont très très bien joué, ils ont hijacké, si je puis dire, véritablement le gouvernement américain qui s'est laissé entraîner. Mais vu le contexte politique des États-Unis à ce moment-là, c'était compliqué de ne rien faire et de dire bon, parce qu'il y avait quand même des liens avec l'Europe de l'Est, c'était pas, euh, c'était compliqué. Et je crois que d'un point de vue de nord-américanisme, un spécialiste des États-Unis, je crois qu'il faut toujours prendre en compte le contexte politique de l'époque. Euh, et en 54, c'est ce qui est arrivé. Ceci dit, c'était une bévue, et plus qu'une bévue d'ailleurs monumentale, parce que ça a entraîné des décennies de violence, et c'est pas terminé. Après, on ne peut pas réécrire l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé si Arbenz était resté au pouvoir, s'il avait mené ses réformes, etc. Mais c'est vrai que ça a déclenché, ça a ouvert une boîte de Pandore. On est bien d'accord. Mais quand même, pour les agrégatifs d'anglais, je crois que c'est important d'avoir en tête le contexte politique des États-Unis à l'époque. Et ne jamais oublier que le secrétaire d'État et son frère, qui était à la tête de la CIA, faisaient partie des principaux actionnaires de la United Fruit, ce qui me paraît quand même pas exactement un détail dans cette histoire-là. Non, c'est pas un détail, mais ils ont fait bien plus que ça, parce qu'en fait, ils ont mené un lobbying extraordinaire, enfin, au sens premier du terme, extraordinaire, vis-à-vis du Congrès, y compris des démocrates. Franchement, ils ont fait une opération dans la presse, y compris dans la presse locale, au fin fond des États-Unis, de manière à convaincre toute l'opinion publique. À la fin de l'époque macartiste, je le souligne parce que c'est pas innocent, de convaincre toute l'Amérique que, eh bien, ce qu'on craignait est en train d'arriver aux portes des États-Unis
et avec la fameuse théorie des dominos, après le Guatemala, ça sera le Mexique et après, ça sera nous. Voilà. Donc, il y a ça. Alors, c'est de la psychologie politique. Oui, et surtout, ça n'empêche Bon, absolument pas de nommer de nommer l'événement au travers du paradigme de l'impérialisme. C'est-à-dire, on peut tout à fait comprendre le déclenchement de l'événement dans les termes que tu dis et auquel j'adhère entièrement d'ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins. Enfin, c'est une opération qui ressemble très largement aux barbouzeries que la France a menées dans l'Afrique récemment décolonisée des années 70. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est pas moi qui le dis, c'est toute une série de chercheurs qui ont fait une énorme étude en fait en 2011, mais je viens seulement de la découvrir sur les coups d'État au XXe siècle, et qui à un moment donné essaient de faire des typologies et disent voilà, les barbouzeries françaises dans la France-Afrique avec Bob Denard, etc. Bon, bah, c'est du néocolonialisme. Et alors, on va pas nommer mais ça néocolonialisme, puisque l'Amérique latine n'a jamais été sous tutelle états-unienne dans un cadre colonial. Mais aussi bien dans les manières de faire que dans les manières ensuite de justifier les choses, notamment dans les arènes internationales, il y a euh, un nombre de similitudes que je trouve spectaculaires. Mais en tout cas, c'est un bon débat à mettre en scène dans une copie d'agrégation, puisque au fond, c'est surtout ça, c'est que une copie d'agrégation, c'est un art de la rhétorique du débat, donc c'est un très bon débat. Merci beaucoup pour la confrontation de ces points de vue. Donc, on a compris que vous utilisez différents courants de pensée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions dans le chat sur quels sont les courants historiographiques majeurs sur la période et des demandes de recommandations de lecture, notamment sur des ouvrages sur le coup d'État au Guatemala, très brièvement, parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Et sur l'OEA, les travaux sont assez rares. Donc, est-ce que vous auriez des recommandations de lecture? alors, pour ma part, alors pas tout de suite, hein, j'ai été beaucoup plus lente que vous, hein, Cléa, mais normalement en décembre devrait sortir l'ouvrage que je suis en train de terminer pour Atlante. Et là, voilà, il y aura toute une bibliographie et il y aura aussi historiographie, etc. Donc, je crois qu'il nous reste peu de temps, on ne peut pas donner des conseils de lecture, mais déjà avec votre ouvrage et ensuite le mien, et puis je ne sais pas si celui d'Annick Cizel est paru. Voilà, ça fait quand même un certain nombre de choses, et puis peut-être les conseils de vos enseignants aussi, qui sont importants. L'OEA, alors je voudrais dire un mot sur l'OEA. Euh, c'est quelque chose pour les États-Unis, pour la question d'agrégation, entendons-nous bien, hein, tout ça est assez restrictif. C'est quelque chose, il y a effectivement peu d'ouvrages. C'est quelque chose d'important dans la mise en place du système interaméricain de sécurité, ce- qui a d'ailleurs précédé l'OTAN. Donc ça a servi, c'est important de voir que le traité de Rio de 47 a quand même servi de modèle à l'OTAN. Donc ça n'est pas négligeable. Donc, dans les premières années et pendant toute la période de guerre froide, c'est vrai que les États-Unis ont dominé l'OEA, dont incidemment le quartier général est à Washington. Mais euh, petit à petit, et déjà à la fin de la guerre froide et encore plus maintenant, il il y a, enfin, l'OEA s'occupe surtout de respect des droits de l'homme, de surveillance des élections, etc. Mais d'un point de vue, elle ne joue plus le rôle politique qu'elle a pu jouer au départ dans les débats sur Cuba, au début, etc. Donc, c'est vrai que pour le programme d'agrégation d'anglais, il faut reconnaître son importance au début et au début de la guerre froide. Ensuite, je pense que c'est un point qui est moins important pour ce programme. Il y a énormément de choses dans ce programme et c'est vrai que s'attarder sur le fonctionnement de l'OEA, etc., je ne suis pas sûre du tout qu'il y ait, par exemple, à l'oral, un texte sur l'OEA ou alors qui serait vraiment lié à Cuba, mais dans ce cas-là, ça dépasserait l'OEA proprement dite. Enfin voilà, je ne crois pas qu'il faille creuser la chose trop. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Merci. Et Olivier, peut-être juste une recommandation d'ouvrage sur le coup Non, mais je me d'État. demandais s'il n'y avait pas moyen de faire passer quatre ou cinq références là, juste à la fin sur le chat,
Il y a un très bon livre qui date de 2000 d'un historien américain qui s'appelle Strater sur le coup d'État au Guatemala, justement, où il montre que c'est notamment, au-delà de la discussion qu'on avait, il montre que c'est notamment le moment où la notion de contre-révolution fait son apparition dans le discours diplomatique états-unien, c'est-à-dire bien avant Cuba, bien avant ce qu'on appellera au Brésil en 64, etc., les coups d'État préventifs. Moi, voilà, un des livres qui me paraît très important, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure du Brésilien qui s'appelle Tota, de T-O-T-A, mais malheureusement qui n'existe qu'en portugais, je crois. Il faudrait que je vérifie. Moi, j'ai lu en portugais. Mais évidemment, alors là, la biblio, elle est absolument immense. En tout cas, pour les gens qui sont particulièrement intéressés sur le Guatemala, d'abord, il y a une série d'articles qui sont très bons. C'est quand même moins indigeste qu'un livre entier et que vous trouvez facilement sur JSTOR. Des articles assez récents, d'ailleurs. Beaucoup ont été écrits dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de ce coup d'État en 2004. Des articles du milieu des années 2000 qui, à un moment donné, s'appuient beaucoup sur les archives déclassifiées, qui avaient été déclassifiées. Et sinon j'ai encore une autre. Alors, c'est moi. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de poser une question? Non. Il faut peut-être prendre les questions Est-ce que la question de l'anti-américanisme, voilà, du sentiment anti-yankee, disons, fait pleinement partie du programme ou pas? Alors, oui, mais plus dans la réaction américaine, si tu veux, que parce que voilà, on ne va pas s'intéresser à l'anti-américanisme dans tel ou tel pays, parce que ce pays n'est pas les États-Unis. Mais la mise en place de mesures ou de politiques pour répondre à l'anti-américanisme, cela, oui. Et pour la bibliographie, pour la dénégation mondiale, je voudrais quand même dire que sur le site de la SAES et de l'AFEA, vous trouvez une bibliographie d'à peu près 20 pages que j'ai rédigée. Donc voilà. Oui, c'est pour ça que c'était vraiment une réponse brève que ça attendait. S'il y avait vraiment un article, parce qu'en effet, sur le Guatemala, il y a beaucoup de choses. Et après, sur les relations interaméricaines au XXe siècle en général, c'est un abîme bibliographique. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de titres, et c'est vrai que c'est très compliqué de s'y retrouver, quoi. Merci. Alors, on va passer à un autre type de questions qui porte sur les questions migratoires. Dans le chat, sûrement les préparateurs à l'agrégation voudraient savoir dans quelle mesure la question migratoire, et notamment avec l'arrivée des latino-américains, est à prendre en compte. Alors, attention, il faut être prudent. C'est vraiment la dimension diplomatique qui est au programme. C'est-à-dire les négociations avec Cuba. C'est-à-dire, bien, effectivement, la US Strategy for Engagement in Central America sous Obama, parce que ça implique des négociations avec d'autres pays. Mais la réforme migratoire avortée, DACA, etc., ça ne fait pas partie du programme. C'est clair. Ça n'est pas un programme sur l'immigration, sur la politique migratoire américaine, etc. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a les mesures prises en concertation avec d'autres pays ou qui impliquent les réactions d'autres pays. Bon, par exemple, dans le texte de cadrage, j'ai indiqué TPP, qui est une mesure totalement intérieure aux États-Unis, donc qui, à ce titre, ne rentrerait pas dans le programme, sauf que, mais il n'y aura jamais une question spécifiquement là-dessus, ça s'inscrirait dans un cadre plus large, sauf que régulièrement, les pays, notamment le Salvador, notamment le Guatemala, mais surtout le Salvador, qui ont profité du Temporary Protected Status, régulièrement, ça dure 18 mois, à la fin de leurs 18 mois, engagent des négociations avec le gouvernement américain pour que leur TPP soit renouvelé. Donc là, on est dans le cadre d'une négociation diplomatique. D'ailleurs, George Bush fils en riait à propos du Salvador. Il disait « Ah, ça y est, chaque fois que je vois le président, il me demande de renouveler le TPP. » Voilà, donc ça peut faire partie, mais c'est un élément dans une question plus large. Je pense qu'il n'y aura jamais une question spécifique là-dessus. Et donc, l'aspect migratoire,
ne fait partie du programme que dans sa dimension diplomatique. Donc, ça élimine beaucoup de choses. Et dans sa dimension économique, peut-être avec le programme Bracero, ou même pas? C'était diplomatique avec le programme Bracero, puisque il y a eu une négociation, il y a même eu des accords qui ont été signés avec le Mexique pour mettre en place justement la venue de Mexique et d'autres pays, hein, la République dominicaine aussi, mais bon, beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est le Mexique qui a remporté le gros des contrats. Il y a eu une négociation. Les deux États se sont entendus. Donc ça, oui. Mais la réception, ce qui peut se passer à la frontière, enfin tout ce qui est réception et politique intérieure, non. D'accord. C'est déjà énorme parce que ça serait un sujet en soi. C'est sûr, c'est déjà très Voilà. large. Je me permets juste une incise Oui. bibliographique là pour revenir sur le point précédent. C'est toujours très difficile de sortir un livre parmi d'autres, mais il y a quand même une chercheuse anglaise qui s'appelle Tanya Harmer qui a fait un livre qui s'appelle le Chief, je sais plus, moi j'ai lu en espagnol, je ne connais pas la traduction en anglais, sur le Chili dans la guerre, dans la guerre froide interaméricaine, et qui est quelqu'un de très intéressant puisque justement, elle a, au-delà de son étude du cas spécifique du Chili, elle a développé dans plusieurs articles cette notion de guerre froide interaméricaine. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte global de la guerre froide? Et je pense que ça peut valoir le coup d'aller lire ses travaux les plus récents. Voilà, Oui. Et il est dans ma bibliographie, il est même grisé, c'est-à-dire surligné comme fondamental. Bon, Nous sommes d'accord. là, vous êtes d'accord. Et une dernière question peut-être à propos de la doctrine Monroe. Et sur le fait que peut-être il faudrait la déconstruire, puisqu'elle a été interprétée de différentes façons selon les contextes et les administrations états-uniennes au pouvoir. Notamment Obama et Kerry l'ont déclaré dépassée, mais Trump et Pompeo l'ont ressuscité pour justifier de possibles interventions et manœuvres contre le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, etc. Est-ce que vous pouvez commenter sur la déconstruction de la doctrine Monroe? Trump ne fait pas partie du programme. Hein. Non, mais elle a été réutilisée par différents présidents. Oui, oui, oui. Bah, là, faut être simple, il faut revenir à la base et ne pas... alors, je n'utiliserai pas le terme de déconstruire, simplement voir le texte qui est en lui-même très vague. Ce qui fait qu'au départ, bien entendu, ce que Adams et Monroe avaient en tête était une attaque militaire, une agression militaire, que ça s'est transformé en quelque chose qui n'était pas véritablement une attaque, mais une présence menaçante de la part de l'Allemagne, notamment avant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, c'est devenu une attaque idéologique avec le fascisme, et puis ensuite avec le communisme. Il y a eu un peu un flottement, c'est vrai, après la fin de la guerre froide, parce que on s'est dit, bon ben voilà, il y a plus de raison d'être. C'est revenu un petit peu avec le 11 septembre, à savoir que la peur du terrorisme, la peur que les terroristes utilisent le sol latino-américain et le Hezbollah en particulier pour former des terroristes pour qu'ils puissent rentrer par la frontière, etc. Ça existe encore, notamment beaucoup chez les républicains, mais bon, à ce jour, il n'y a eu aucun cas. Voilà, donc la doctrine de Monroe a pu être, je ne dirais pas déconstruite, mais ravivée à ce moment-là. Et on peut s'attendre quand même à ce que, Olivier tout à l'heure parlait de la Chine, si cette concurrence qui pour l'instant qui jusqu'à présent n'était que économique et financière, si elle venait à être militaire, à être stratégique, là, de nouveau, on invoquerait la doctrine de Monroe. Donc en fait, ça n'a pas changé. C'est simplement que ni Adams ni Monroe ne nommaient véritablement
cette menace, il faut reprendre les termes, hein, étendre leur système. Vous voyez, c'est même pas une attaque, hein, étendre leur système. Et c'est pas forcément l'Europe. Ils avaient en tête l'Europe, mais ça peut être n'importe quelle puissance extra-hémisphérique. Donc, en fait, c'est un peu comme la constitution des États-Unis, c'est extrêmement souple et ça s'adapte. Ça s'adapte à plein de circonstances. Voilà. Mais alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. La doctrine, non, mais la doctrine Monroe, pour autant que, enfin, je l'ai pas relu hier soir, hein, à vrai dire, mais pour autant que je m'en souvienne, c'est quand même un contexte très particulier où le président Monroe parle à l'Europe, il parle pas à l'Amérique latine. L'Amérique latine, d'ailleurs, elle est pour l'essentiel en guerre encore. Enfin, en tout cas, les grandes victoires de Bolivar au Pérou n'ont pas eu lieu, etc. Elles sont en 1824. Et on a le contexte européen de restauration monarchique et donc la crainte légitime de la part des États-Unis et des très jeunes républiques latino-américaines qui sont déjà indépendantes d'un retour colonial. Et c'est un discours vis-à-vis de l'Europe. À partir de là, il y a toute une historiographie marxiste des années 60-70 et très latino-américaine pour le coup, qui a complètement qui a complètement transformé le sens de cette doctrine Monroe en disant voilà, c'est le fondement de l'impérialisme états-unien. Et d'ailleurs, en 1848, lorsque les États-Unis s'emparent de la moitié du Mexique pour en faire l'actuelle Californie, la ruée vers l'or, enfin bon voilà, la Silicon Valley, bon, vous voyez tout ce que je veux dire, c'est déjà une application de la doctrine Monroe, ce qui est absolument pas le cas. Ce qui me semble très intéressant, c'est qu'il y a la doctrine Monroe dans un contexte très particulier, voilà, et qui après, en fait, est réinstrumentalisée, et notamment par Roosevelt, mais pas le vôtre, enfin le premier, par Theodore Roosevelt, en 1905, dans un contexte qui a radicalement changé, puisque on est 15 ans après, effectivement, le moment où les États-Unis, au tournant des années 1880-90, après l'échec de la première conférence panaméricaine, au fond c'est ça, fin des années 1880, les États-Unis se tournent vers l'Amérique latine, tendent les mains vers l'Amérique latine, leur proposent, je le rappelle quand même, parce que souvent les gens l'oublient, une monnaie unique de l'Alaska jusqu'à l'Argentine, hein, qui serait le dollar. C'est évidemment repoussé par les délégués argentins. C'est à cette occasion que José Martí écrit Nuestra América, c'est-à-dire une sorte de première prise de conscience, effectivement, de l'expansionnisme yankee à ce moment-là. Et puis après, effectivement, il y a toute cette séquence des années 1890, 1904-5 qui aboutit à cette reformulation par Roosevelt, où là, effectivement, il prévoit un droit d'intervention lorsque les intérêts américains seront menacés. C'est un lieu de mémoire, la doctrine Monroe. C'est un outil, c'est un outil politique. Mais ce qu'elle dit en 1823, en tout cas, elle le dit tout simplement à l'Europe. C'est voilà, vous n'avez plus à mettre les pieds sur le continent américain. Elle le dit à l'Europe, mais la formulation est beaucoup plus vague que ça. Bien sûr qu'ils avaient tous les deux l'Europe en tête, c'est certain. Sauf que dans les termes, euh, tu trouves des termes assez vagues, et c'est ce qui a permis après de reprendre vis-à-vis de d'autres, même si finalement, même si on prend le fascisme ou le communisme, ça venait aussi de l'Europe. Donc on était toujours dans le cadre d'une menace extra-hémisphérique européenne. Mais ce sont les termes qui sont très très vagues. Merci beaucoup pour vos réponses. On avait d'autres questions dans le chat, notamment sur le canal de Panama, mais la séance arrive à son terme et puis vous aurez l'occasion de discuter dans d'autres interventions prochainement aussi. Non, mais excusez-moi, je suis désolé, Claire, je sais qu'on a terminé, mais le cas de Panama, c'est l'illustration parfaite que on ne peut pas ne pas parler d'impérialisme. Ah oui, oui, mais c'était l'époque impérialiste. Ah non, 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 excuse-moi Isabelle. Évidemment, je pense à la sécession, à l'invention d'une sécession panaméenne, qui était donc la province la plus septentrionale de Colombie, mais je pense surtout aux hélicoptères des Marines qui arrivent à Panama Ciudad en 1989 et qui enlèvent Noriega. Oui. Même la France en Afrique de l'Ouest n'a jamais enlevé un président qui ne lui plaisait pas par hélicoptère. Non, non, mais c'est un superbe cas. En tout cas, c'est un très beau cas. Et juste, je réponds à la personne qui a écrit sur le Panama, qui a écrit la question sur le Panama. Vous savez sans doute que le Panama est au programme de la question d'agrègue d'espagnol. Et donc, il y a énormément de publications qui vont sortir pour ceux que ça intéresse, et notamment un très bon livre, le seul spécialiste en France
C'est un excellent collègue de Sorbonne Université qui s'appelle David Marcilassi. Il sort là un manuel de concours, voilà, que vous n'allez pas lire en entier, vous, agrégatif d'anglais, mais allez y chercher les éléments justement qui viennent vous permettre de faire des comparaisons entre Guatemala, Panama, Bah, toutes ces formes le 5 d'intervention. j'interviens 2 minutes, le 5 décembre, le séminaire portera sur la question d'agrégation. Il était invité, David, avec Hélène Arter. Génial. Donc, vous avez vu le lien dans le Zoom déjà, hein, ça me permet de faire un petit peu la conclusion en tout cas. Moi, Donc, je voudrais, oui, attends, oui. Oui, non, excuse-moi, mais c'est pas François, fini. Vous laisse terminer ce que vous voulez dire, mais je je voulais juste rebondir sur ce que disait Olivier. je t'interromps 2 secondes parce que je voudrais remercier Olivier d'avoir rendu hommage à Carter, parce que j'en ai assez d'entendre dire que Carter est un loser, que il a tout échoué, que c'est inintéressant. Lorsque j'ai voulu proposer à un éditeur une biographie de Carter, on m'a dit ça n'intéresse personne, c'est un loser, etc. Et je pense qu'il a fait des choses, il avait une conscience et que il a fait des choses remarquables et quand même il a été précédé par le Congrès, par les membres démocrates du Congrès qui lui ont bien ouvert la voie et vraiment j'invite les étudiants à ne pas faire l'impasse sur cette période des années 70, soit à partir de 74 jusqu'à 80, parce que c'est une autre Amérique qui parle. Hein, c'est pas l'Amérique de Nixon, c'est pas l'Amérique de Johnson, c'est une autre Amérique et une Amérique qui existe aussi. C'est une autre face. Les États-Unis sont pluriels et il y a toutes les faces. Et celle-là, je pense qu'en France, en tout cas, on a trop tendance à la brader. Voilà. J'en ai terminé. Donc, merci. Merci beaucoup Isabelle et merci beaucoup Olivier pour vos interventions. Franchement, ça a forcément aidé les agrégatifs et puis toute personne s'intéressant aux relations États-Unis, Amérique latine, relations qui sont complexes. Merci pour vos éclairages et merci aux participants pour leurs questions. Merci Cléa aussi pour l'animation de cette discussion. Nos deux contributeurs sont d'excellents partenaires aussi, sparring partners comme on dirait en anglais, donc c'était formidable, merci. On a passé un bon moment. Je vous remercie donc tous et puis on vous retrouvera donc le 5 décembre pour la prochaine intervention qui porte aussi donc sur la question d'agrég espagnol, sur l'isthme de Panama, donc un pont entre l'Europe et les Amériques où deux collègues donc échangeront selon le même principe et on les écoutera avec beaucoup d'intérêt parce que d'ici là, on aura fait plein de lectures et on sera très à l'aise sur ces questions-là. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie Valérie Fonnet qui nous a aidé aussi techniquement, ainsi que Louise Miguel à réaliser donc ce webinaire. Et à très bientôt et bonne préparation pour les anglicistes qui sont toujours en ligne. Merci à tous. Merci infiniment Françoise, merci Cléa, merci Olivier, merci Valérie et aux quelques 270 personnes qui nous ont suivis. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.